وإذا أبكي ظلمتوني Donc début de cette seconde partie de notre dossier consacré à la campagne militaire du Hezbollah en Syrie, avec tout d'abord un préambule rapide pour mentionner quelles sont nos sources dans la réalisation de cette analyse sur 3 vidéos qui sont majoritairement américaines, issues de think tanks des États-Unis. Alors cette donnée peut sûrement en faire sourire certains, mais elle n'est pas du tout contradictoire. Il faut avoir à l'esprit que, contrairement à la France, les États-Unis disposent de très nombreux centres de recherche en relations internationales et en géopolitique, pour certains totalement indépendants des gouvernements. Et à titre indicatif, c'est pas pour rien non plus si le meilleur chercheur français sur la Syrie, M. Fabrice Balanche, a dû partir de France pour pouvoir travailler en Syrie en conservant le même discours, un discours qui est finalement neutre et objectif, et qui n'est pas radicalement anti-Bachar al-Assad. Voilà. Ça ne signifie pas qu'il soit pro-Assad, mais simplement qu'il a un point de vue raisonné de la situation, une connaissance solide des différents partis pris communautaires, et que, évidemment, compte tenu de ces réalités, il n'est pas dans l'idéologie. Voilà. Aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit qu'en France, c'est très compliqué de faire du réalisme sur le conflit syrien. Alors, début donc de cette seconde partie, on s'était arrêté à la mi-2013, on reprend désormais à partir de avril-juin 2013 avec le premier épisode important de cette campagne qui correspond à la bataille de Qousseir, la ville de Qousseir. En avril, conséquemment aux premières déclarations de Hassan Nasrallah, donc qu'on a mentionné précédemment, le Hezbollah manœuvre en direction de la ville syrienne de Qousseir, qui est située de l'autre côté de l'Anti-Liban, à la frontière nord du pays du Cèdre. Cette localité constitue une plateforme stratégique pour le Hezbollah, au moins pour 4 raisons. La première, elle est la dernière zone urbaine notable, reliée par une route au foyer insurrectionnel de Homs et de Hama. Deuxième raison, outre les brigades Al-Farouk de l'armée syrienne libre, la ville de Qousseir est tenue par le Front al-Nosra, qui est un groupe djihadiste takfiriste ayant déclaré une guerre ouverte aux chiites. Alors, brièvement, le takfirisme, c'est un principe islamiste d'excommunication pratiqué par les groupes djihadistes, notamment syriens, à l'égard des musulmans non islamistes et plus généralement non sunnites. Quand je dis non sunnites, du coup, ce ne sont pas que les musulmans, ça va de soi également que ceux qui sont ni musulmans ni sunnites passent sous le coup de cette excommunication. Excommunication qui justifie de surcroît, pour les takfiristes, une mise à mort. Troisième raison, étant de facto frontalière du Liban et passée sous contrôle des insurgés syriens, Qousseir constitue pour le Hezbollah une menace pour les villages chiites syriens et libanais qui lui sont proches. Et quatrième élément à avoir à l'esprit, la ville est connectée par plusieurs routes à la ville libanaise de Tripoli, dont on a parlé précédemment dans la partie 1, et dont une partie de la population sunnite est alors proche des tendances djihadistes du Front al-Nosra, qui contrôle Qousseir en partie, ou plus tard de l'État islamique. À partir de la mi-avril 2013, le Hezbollah va fonctionner de la façon suivante. Il va quadriller la ville de Qousseir en s'emparant de plusieurs localités avoisinantes du côté est et sud de la ville. Dans le même temps, les forces loyalistes syriennes appliquent une stratégie identique en enfermant Qousseir depuis le nord et l'ouest, pour finalement qu'un mois plus tard, la ville soit encerclée. En préparation de l'offensive, le Hezbollah divise Qousseir en 16 zones tactiques, en vue desquelles se répartissent environ 1500 de ses combattants au sein de 17 unités d'une centaine d'hommes. Et conforme à ses habitudes opérationnelles, ces unités se sont ensuite réparties en groupes semi-autonomes de 3 à 5 combattants. La résistance islamique au Liban évolue donc à travers un modèle d'organisation de type commando,
privilégiant à son habitude l'autonomie et l'efficacité tactique du groupe de combat à un modèle d'organisation plus hiérarchisé et conventionnel. Il semblerait également que beaucoup d'hommes du Hezbollah, ayant été mobilisés à Qousseir, aient été, c'est une donnée importante à avoir à l'esprit, aient été des combattants d'expérience, c'est-à-dire qui ont déjà été, comme on dit chez les anglo-saxons, combat proven. La division géographico-tactique de Qousseir a accompagné la création de communications cryptées et de langages propres à chaque secteur ciblé, de façon finalement à segmenter le risque d'interception et de diminuer les conséquences stratégiques éventuelles induites par de telles interceptions. À partir du 19 mai 2013, le Hezbollah et l'armée arabe syrienne débutent la grande offensive sur Qousseir. Le front s'étendait alors sur l'est, le sud et l'ouest de la ville. Bon, les combats sont très rudes parce qu'ils supposent de mener des affrontements maison par maison. C'est finalement ce qu'il y a de pire dans la guérilla, c'est la guérilla urbaine. L'utilisation de roquettes et d'engins explosifs improvisés se révèle particulièrement efficace pour le Hezbollah, lequel découvre alors ses effets importants en zone urbaine. Et donc malgré une résistance notable des forces insurrectionnelles, celles-ci se battent en retraite le 3 juin en direction du nord, en profitant du corridor favorable au nord dans l'encerclement des forces loyalistes. La bataille de Qousseir a consacré l'expérience d'un mode de guerre nouveau pour le Hezbollah. Ce sera la conclusion en fait de cette sous-partie. Alors, d'abord celui du commandement interarmé. Le Hezbollah est mobilisé d'abord comme une force terrestre, et on voit que la résistance islamique au Liban, donc ces forces opérationnelles, ont travaillé en coordination avec l'aviation syrienne dans le cadre de ciblage et de bombardement tactique. En ajoutant à cette donnée l'utilisation nouvelle de drones de reconnaissance, de matériel de ce type, il ressort finalement que la guerre en Syrie aurait été un excellent moyen de perfectionner pour le Hezbollah l'usage d'une force sol-air qui lui est totalement nouvelle. Cette évolution dans la pratique de la guerre du Hezbollah est d'autant plus notable qu'il semble que ces combattants aient eu le mot d'ordre du point de vue du commandement opérationnel contre Qousseir, en tout cas à minima sur le terrain terrestre. Ça signifie donc clairement que le Hezbollah donnait des ordres sur le champ de bataille, y compris d'ailleurs aux officiers syriens, et qu'il planifiait et dirigeait les offensives, ou en tout cas une partie des offensives. Une autre expérience positive du Hezbollah à partir de la bataille de Qousseir a été la pratique de la guérilla urbaine. Il faut avoir à l'esprit qu'entre 1990 et 2006, la résistance islamique au Liban avait travaillé au développement d'une stratégie solide de guérilla, mais de guérilla rurale, en tirant notamment parti des reliefs, de réseaux de tunnels et de cachettes multiples. L'engagement en Syrie a été l'occasion pour les troupes du parti chiite de pratiquer la guérilla sur le terrain éprouvant et complexe de la ville. Mais toutefois, il faut souligner quand même que le Hezbollah n'était pas non plus dépourvu de connaissances, en tout cas théoriques, sur la guérilla urbaine, puisque depuis environ 2006, des éléments de la résistance islamique au Liban faisaient des stages réguliers en Iran dans cette optique de préparation à ce genre de conflit. La bataille de Qousseir aura coûté finalement au Hezbollah, par ailleurs, plusieurs centaines de combattants aguerris, on les estime environ à 200. Alors bien que ce prix puisse paraître assez dérisoire au regard de certaines hécatombes historiques, il faut quand même garder à l'esprit que les forces militaires notables du Hezbollah ne sont pas non plus inépuisables et restent à l'échelle de ce que peut générer en proportion une division communautaire d'un petit pays comme le Liban, c'est-à-dire pas non plus des millions d'hommes. Cette donnée sociologique est déterminante et conduira plus tard le Hezbollah à, par exemple, adopter plusieurs mesures dans sa politique de recrutement. À titre indicatif, le devoir de réserve des combattants du Hezbollah sera passé de 20 jours à 1 mois complet durant la bataille de Qousseir. Et autre exemple intéressant, la durée de formation des nouvelles recrues passera en 2015 de 60 jours à 19.
ce qui d'ailleurs ne sera pas sans risquer d'ébranler la légendaire impénétrabilité des rangs de la résistance islamique par des agents de renseignement étrangers. Malgré les pertes humaines et les débuts d'un changement d'organisation dans le modèle de sa mobilisation des forces, le Hezbollah a également bénéficié dans la bataille de Qousser, a également profité de cette bataille de Qousser comme exercice de cas pratique de la guérilla urbaine. Et outre cette valeur ajoutée tactique, il aura aussi prouvé à qui souhaitait le voir qu'il serait un acteur militaire efficace et déterminant pour tout combat stratégique en Syrie, et de fait, son implication à la frontière syro-libanaise allait continuer à croître après la bataille de Qousser, comme nous allons le voir ensuite. Alors, printemps-été 2013, protection de Sayeda Zainab et engagement militaire à Damas. Alors, on avait coutume de dire, il y a quelques années déjà, que sans les forces du Hezbollah comme préservation de la région de Damas, la Syrie, en tout cas le gouvernement syrien de Bachar al-Assad, serait très certainement tombé. Même si on n'est pas d'accord avec cette affirmation, objectivement, la défense par les forces du Hezbollah de la capitale syrienne entre 2013 et plus tard, en 2016, a été de façon incontestable déterminante. Ça, je pense que personne ne peut en douter. Alors, il suffirait de prendre une carte et puis de vérifier, de faire une sorte de coloris pour voir à l'époque, au printemps-été 2013, les territoires qui sont contrôlés par l'État syrien et puis ceux qui sont contrôlés par les forces rebelles ou djihadistes. On pourrait y voir très clairement que Damas, à cette époque, a véritablement été encerclé à son tour. On parlait d'encerclement dans la ville de Qousser, mais c'était le cas de Damas. Et à une échelle bien plus grande, cette capitale syrienne était véritablement entourée au plus proche de son cœur historique, donc la vieille ville, par des zones sous contrôle des insurgés. Outre les questions stratégico-militaires liées à l'interventionnisme de la résistance islamique au Liban dans la région de Damas, le Hezbollah s'y est également mobilisé activement pour des motifs religieux. C'est en effet dans les quartiers sud de Damas que se situe la tombe de Zainab, qui est la fille de Ali et de Fatima, et du coup l'une des figures les plus vénérées du chiisme. La question confessionnelle, qui est toujours importante dans la compréhension des jeux politiques proche-orientaux, a donc également joué un rôle en l'espèce, lieu de pèlerinage du chiisme, densément peuplé en chiite, le quartier de Sayeda Zainab a constitué de fait un point d'appui notable dans les combats des forces gouvernementales et loyalistes contre les forces rebelles. Il faut garder également à l'esprit que ce quartier est proche de la ligne autoroutière qui relie le cœur de Damas à l'aéroport international de la capitale, dont on a parlé précédemment. Et comme on l'a dit, conserver cette ligne d'approvisionnement a été d'une importance vitale, aussi bien pour le Hezbollah que pour le gouvernement syrien, dont la capitale était géographiquement, on l'a évoqué à l'instant, sous demi-siège à partir de la mi-2013. De manière générale, la protection du sanctuaire chiite de Sayeda Zainab a justifié l'arrivée à Damas de nombreux groupes paramilitaires chiites autres que le Hezbollah. Des combattants chiites irakiens, afghans, syriens, mais également on a les gardiens de la révolution iranienne qui investirent activement les combats en hommes, en formation et en matériel. La préservation de la tombe de Zainab a donc légitimé une mobilisation armée chiite internationale qui aura contribué à la défense du gouvernement de Damas. Une fois encore, le Hezbollah, quant à lui, a payé un lourd tribut dans son engagement dans les combats. Entre juin et août 2013, plusieurs dizaines de ses combattants furent tués, parmi lesquels des officiers importants tels que Ayman Saïd Tahini ou Ossam Ali al-Nasr. Par la suite, entre septembre et décembre 2013, la zone de Sayeda Zainab aura été le point de départ d'offensives notables du gouvernement syrien et de ses alliés pour reprendre le contrôle de quartiers rebelles du sud de Damas.
pendant que les quartiers Est étaient maintenus sous siège. Là encore, les forces du Hezbollah ont participé activement au combat. Et à la fin de l'année 2013, le quartier de Saïda Zainab était sécurisé, mais la situation stratégique de Damas était toujours contestée sur le champ de bataille. يا ناس يا ذينب كتل وكتل اجت زينب قبل فضة. On poursuit donc chronologiquement avec juin-juillet 2013, on a l'encerclement d'Alep et la reprise de Homs. À la suite de la victoire du Hezbollah et des forces pro-gouvernementales à Qousseir, la ligne stratégique s'orienta rapidement vers la reprise sous contrôle de deux zones urbaines majeures en Syrie, que sont Homs puis Alep. Toutes deux situées sur une voie autoroutière vitale, reliant Damas au nord et au sud du pays, elles constituent aussi des pertes symboliques importantes pour le gouvernement al-Assad. Début juin 2013, des retours de terrain témoignent d'une présence du Hezbollah dans les alentours de Alep. Les forces de la résistance islamique au Liban auraient pris appui dans les localités chiites environnantes et commenceraient petit à petit à encercler Alep, qui est, il faut le rappeler, la deuxième ville de Syrie, selon le modèle qui est adopté à Qousseir. Les forces rebelles font état quant à elles de 4000 hommes, 4000 combattants du Hezbollah, et la présence active des troupes du Hezbollah semble finalement attestée par des témoignages des militants du Hezbollah lui-même, puisqu'on en a qui parlent alors publiquement de 2000 hommes regroupés vers Alep en vue d'une offensive importante. Dans le même temps, des membres du Hezbollah sont a priori repérés dans les localités de Zahra et de Neboul au nord d'Alep, où des camps d'entraînement des forces de défense nationale syrienne, qui sont un groupe paramilitaire loyaliste, sont mis en place. Sur le plan opérationnel, les quelques communications du Hezbollah font surtout état d'une aide tactique et de formation militaire pour les combattants syriens ou des forces de défense nationale syriennes. Cependant, les rebelles témoignent régulièrement de la présence de combattants du Hezbollah dans les affrontements armés à Alep, ce qui laisse supposer que la RIL n'a pas exercé que des fonctions de soutien dans cette campagne militaire. De façon générale, il faut garder à l'esprit qu'il est pratiquement certain aujourd'hui que le Hezbollah s'est engagé militairement au front dans l'écrasante majorité des combats notables en Syrie, y compris à Alep. Au minimum, et sans l'ombre d'un doute, les forces du Hezbollah y ont engagé des unités spéciales, donc des forces d'élite rompues à la guerre de guérilla. À partir de 2015-2016, l'omniprésence des forces du Hezbollah sur les différents fronts syriens est attestée et le Hezbollah se félicite même des victoires ville après ville. Bon, le fait que le Hezbollah communique sur une assistance militaire et non une participation active au combat relève surtout à l'époque d'une stratégie diplomatique, à une époque où l'opinion internationale est encore très largement anti-Assad, il faut le rappeler. Les premières offensives pour reprendre Alep, en été 2013, se soldent par des échecs. Dès lors, les forces pro-gouvernementales, en même temps qu'elles préparent un long siège à Alep, qui sera très connu, ces forces-là semblent décider de se concentrer d'abord sur la reprise de Homs, qui est située plus au sud. Dès juin 2013, les forces pro-gouvernementales s'activent à Homs. La stratégie adoptée est identique à celle de Qousseir, celle de l'encerclement, suivi de bombardements aériens. On peut parler ici d'une stratégie de constriction dans le monde militaire. Rapidement, les premiers quartiers rebelles sont repris, s'ensuivent de nombreuses semaines de bombardements. À partir d'octobre 2013, la majeure partie de la ville est de nouveau sous contrôle loyaliste et ne persiste que quelques poches rebelles réduites et encerclées au centre de la ville. À partir de fin 2013, la reprise de Homs n'est plus qu'une question de temps, bien qu'il faille attendre mai 2014 pour qu'une capitulation définitive des derniers éléments rebelles retranchés dans la ville soit déclarée effective.
Novembre-décembre 2013 jusqu'à mars 2014, nouvelle étape stratégique importante, la sécurisation de la région du Kalamoun, notamment avec Kara et Yabrud. Donc, parallèlement à l'offensive sur Homs, au début du siège d'Alep et à la défense de Damas, le Hezbollah poursuit le but initial qu'il s'était donné au début de la guerre syrienne, qui est de garantir la sécurité des frontières de l'anti-Liban, donc du Liban, de l'autre côté duquel habite l'écrasante majorité de sa population. On le rappelle, hein, la population qui, très majoritairement, habite dans la vallée de la Bekaa libanaise. C'est pourquoi les forces du parti libanais vont s'activer afin de reprendre le contrôle de la région du Kalamoun, à l'ouest de Damas, et qui jouxte le Liban. Cette zone tampon stratégique voit aussi le passage de la ligne autoroutière de ravitaillement jusqu'à Homs puis Alep. Depuis le début de la guerre syrienne, plusieurs villes du Kalamoun avaient été gagnées par les forces rebelles. Et cette situation devenait également problématique au Liban puisque des combattants et du matériel syrien transitaient jusqu'au Liban, notamment dans la ville d'Ersal, qui est très connue des analystes, qui est un bastion sunnite proche de la mouvance Al-Qaïda. Comme l'explique Maria Sullivan de l'Institute for the Study of War, la reconquête de la région du Kalamoun était particulièrement destinée au Hezbollah pour plusieurs raisons. D'abord, la première compétence opérationnelle du Hezbollah, et celle sur laquelle d'ailleurs ses combattants furent le plus éprouvés, c'est le combat en montagne. Et compte tenu de la topographie libanaise et des récents conflits avec Israël, ce mode de guérilla dans les montagnes était maîtrisé par la résistance islamique au Liban. Or, le Kalamoun, c'est une région montagneuse. D'autre part, les forces conventionnelles du gouvernement syrien, lourdement dotées en artillerie et en véhicules, s'avéraient finalement beaucoup moins opérantes sur un champ de bataille montagneux. Et puis, enfin, les forces fidèles à Al-Assad étaient alors très éparpillées sur un front de plus en plus difficile à gérer. Il y a la région de Damas, le gouvernorat de Latakia, Alep, etc. Ce qui rendait compliqué pour le commandement syrien l'organisation d'une opération de grande ampleur dans le Kalamoun. L'armée syrienne se chargerait donc de reprendre sous contrôle la zone du Kalamoun située à l'est de l'autoroute pour Homs, et le Hezbollah s'occuperait finalement du reste du terrain. Quoi qu'il en soit, le modèle tactique adopté est resté encore une fois le même que pour Qousseir. On ne change pas une technique qui gagne, comme on dit. Le Hezbollah et les forces pro-gouvernementales s'occupèrent des combats au sol, et l'armée syrienne appuierait leurs opérations via des tirs d'artillerie et de l'aide aérienne. La seule différence relevée au plan tactique concerne l'échelle d'opération. À Qousseir ou à Homs, la subdivision tactique s'est faite à l'échelle de quartiers et de sous-districts. Or, pour la région du Kalamoun, le Hezbollah a poussé au paroxysme l'atomisation des forces en projetant dans la région des unités spéciales rompues au combat de montagne afin de ratisser chaque village un par un. À la mi-novembre 2013, les premières offensives débutent pour reprendre le contrôle des localités perdues du Kalamoun. On a la ville de Kara qui est ciblée le 15 novembre et reprise par des forces pro-gouvernementales 3 jours plus tard. Le village de Der Atiya est ensuite reconquis fin novembre. Par la suite, la ville de Annabk et sa citadelle, très, très connue, sont reprises à la mi-décembre 2013. L'opération la plus importante de la région reste probablement celle pour la reconquête de Yabrud, qui est une ville rebelle importante située au sud de la région du Kalamoun. Donc les forces pro-gouvernementales y commencent une grande offensive à partir de février 2014. Et après plusieurs semaines de bombardements et de guérilla, les forces rebelles sont prises en tenaille de tous les côtés et la ville est reprise sous contrôle du gouvernement Al-Assad le 14 mars 2014. Alors, conclusion de cette
partie 2 de notre dossier consacré à la campagne militaire du Hezbollah en Syrie. La situation stratégique du Hezbollah à mars 2014. Donc à partir de mars 2014, le Hezbollah a pratiquement achevé son premier objectif stratégique, qui est de protéger les frontières libanaises d'une extension de la rébellion syrienne. Parallèlement, la ville de Damas est gardée hors de portée des forces insurrectionnelles, et notamment l'aéroport international qui relie Téhéran à la capitale syrienne. À partir de mi-2014, l'organisation État islamique prend de facto le contrôle de l'insurrection armée en Syrie, et l'opinion internationale commence peu à peu à changer à l'égard du gouvernement de Damas. En effet, pour beaucoup d'observateurs alors radicalement anti-Assad, le choix du moins pire semble de plus en plus s'imposer au regard des velléités affichées de l'État islamique et de sa communication de terreur. Cette étape déterminante du conflit voit aussi s'inverser peu à peu le rapport de force entre les forces insurrectionnelles et les forces légitimistes. Alors qu'un an plus tôt, certains observateurs, dont moi, commençaient à s'interroger sérieusement sur la capacité de Damas à tenir militairement, la situation militaire chavire vers une reconquête progressive du territoire syrien par Al-Assad et ses alliés, et puis notamment l'entrée en jeu de la Russie. La région du Kalamoun, à l'exception de quelques poches tenaces, est désormais sous contrôle. Homs est reprise en mai 2014. Damas parvient à conserver ses positions et à reprendre peu à peu le contrôle des quartiers insurrectionnels, avec quelques faits militaires notables, comme l'embuscade de Taïba, dans l'est de Damas, qui voit la mort d'environ 150 combattants djihadistes dans une embuscade donc tendue par le Hezbollah. Alep, quant à elle, connaît le début d'un très long siège, lequel sera l'un des faits militaires les plus notables et les plus médiatisés de la guerre en Syrie. Ses frontières sécurisées et son rôle identitaire de défense du territoire libanais justifié, le Hezbollah aurait pu, dès lors, se mettre en retrait des combats en Syrie et considérer que son travail était terminé. Or, ça n'a pas été le cas. Bien au contraire, l'activité militaire du Hezbollah allait se poursuivre jusqu'à aujourd'hui avec une double justification politique. D'abord, le parti n'a cessé de rappeler que le champ de bataille syrien était en quelque sorte l'extension du champ de bataille libanais et qu'il valait mieux finalement combattre les ennemis en Syrie plutôt que de devoir les combattre à ses portes. De plus, avec l'arrivée de l'État islamique et son expansion rapide et considérable, la menace encore plus présente du takfirisme est devenue une justification supplémentaire d'ordre religieux et idéologique. Pour les chiites, historiquement persécutés par plusieurs califats sunnites, il faut avoir à l'esprit quand même que le souvenir d'un sunnisme les traitant comme les apostats, c'est-à-dire les condamnant à mort, est un facteur de mobilisation vraiment déterminant. Des critiques de plus en plus prononcées se font entendre au Liban, en conséquence, quant à l'interventionnisme du Hezbollah en Syrie. Les forces militaires du parti, intitulées « Résistance islamique au Liban », comme on l'a évoqué, tendent finalement, pour certains, à perdre leur caractère nationaliste pour des Libanais, puisqu'ils refusent ce qu'ils perçoivent comme une ingérence dans le conflit syrien. Et dans le même temps, les offensives du Kalamoun ont aussi mis en lumière des épisodes qui furent profitables au Hezbollah sur le plan de son image politique. Par exemple, dans cette région, plusieurs villages chrétiens furent en effet mis à l'abri de massacres potentiels par l'intervention militaire des forces du Hezbollah, ce qui a pu conforter le rapprochement politique entre certaines communautés chrétiennes libanaises et le parti chiite. Donc nous allons conclure cette partie 2 ici, et tel que nous le verrons ensuite dans la dernière partie 3, l'implication militaire du Hezbollah en Syrie est demeurée constante par la suite. Dans chaque ville ou cible stratégique notable reprise par les forces pro-gouvernementales, à partir de 2014, le Hezbollah aura bel et bien été présent.